Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique. Mes trois invités centrafricains sont restés avec moi et nous débattions. Nous débattions des dispositions particulières qui ont été introduites dans la nouvelle constitution promulguée le 30 août 2023 par le président Faustin-Archange Touadéra. Roger Ndjalandi. Je fais des émissions, des débats sur pratiquement tous les pays du continent. Et je sais que le personnel politique centrafricain est de qualité, est un personnel politique de qualité, très riche, que vous avez de grands intellectuels c'est vrai. dans la vie politique centrafricaine, comparé à d'autres pays. La question c'est, pourquoi déjà à la base, il n'y a pas eu une concertation de toutes les forces politiques de la Centrafrique? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve avec une constitution qui exclut, en tout cas c'est le ressenti que vos compatriotes de l'opposition ont. Ils ont en face une constitution qui les exclut, pratiquement, aussi bien dans le mode d'élaboration que dans les dispositions qui y sont introduites. Comment vous expliquez ça? Alors que vous avez autant de richesses, autant de personnes, de compétences dont la Centrafrique a besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est passé que certains de nos compatriotes intellectuels, comme vous dites, n'ont pas souhaité depuis le début. Vous avez engagé la démarche et ils n'ont pas souhaité, vous avez tendu la main, ils ne l'ont pas saisi. Il y a eu des cas de concertation dans les instruments de paix. Chez nous, il y a aussi une option politique, etc., qui impose pratiquement donc, les échanges, des échanges politiques. Je veux dire que le dialogue politique comme étant un des instruments de paix. Et c'est sur ça qu'on a toujours travaillé. Non. Vous êtes d'accord avec moi que depuis très longtemps, la République centrafricaine s'est dotée d'un certain nombre d'instruments de paix. Bon. Il y a l'accord de paix, il y a la procédure de Luanda, etc. Il y a une option militaire. Que vous ne respectez pas non plus. Y compris une option politique et qui implique donc un dialogue politique avec l'opposition. Quand je parle d'instruments, vous parlez d'instruments. Oui. Moi, ma question que je vous pose, c'est sur l'esprit, l'esprit, la méthode. Le professeur, il a suffi qu'il fasse un communiqué pour être condamné à 2 ans de prison et de 5 ans d'éligibilité. Lui, il a dit dans mon émission, il a juste fait une déclaration dans une de mes émissions, ça lui vaut la condamnation aux travaux forcés à perpétuité par la Cour criminelle de Bangui. Oui, je regrette ça, mais moi, je ne sais pas les informations qu'a le procureur de la République. Je ne peux pas répondre à cette question. Je regrette, je vous dis franchement, je regrette que... Non, moi je vous les pose parce que vous représentez le pouvoir acceptable. Je n'ai pas les éléments, j'ai aucun élément que le procureur de la République a pour pouvoir incriminer ces faits-là. Mais vous avez le sentiment aujourd'hui que la vie politique de votre pays est animée par l'ensemble des acteurs politiques que possède la Centrafrique. Mais on peut participer à un débat plus large pour la question de la vie politique, etc. Je veux bien. Mais si en face les gens sont un peu éparpillés, que chacun prend la parole, qui ont du mal à connecter les objectifs, à connecter les moyens politiques pour débattre, etc. Je ne peux pas. Le débat que vous posez, c'est un débat général. Nous avons aussi une classe politique aujourd'hui, quand elle prend la parole, elle prend la parole. Monsieur Bozanga, éparpillée. Moi, je n'ai pas de position dans la question. Vous êtes le porte-parole de la CPC. Tout à fait. Vous êtes le porte-parole. La CPC, c'est une rébellion armée. C'est une rébellion. C'est une nouvelle forme aussi d'opposition. C'est un groupe armé. C'est un groupe armé. Est-ce que vous aussi, vous aviez manifesté, vous avez eu des démarches allant dans le sens de la pacification et de la décrispation politique dans votre pays? Ça, je pense qu'on ne pourra pas nous le reprocher. Pourquoi d'avoir privilégié la solution des armes? Non, nous n'avons pas privilégié la solution des armes. D'ailleurs, après la création de la CPC en décembre 2020, il y a eu une insurrection. Nous sommes arrivés aux portes de Bangui le 13 janvier 2021. D'accord? À la suite de ça, nous avons été stoppés net et on nous a dit que la solution à la crise centrafricaine était politique et diplomatique. Il n'y avait pas une solution armée. La CPC a obtempéré. Qu'est-ce qu'elle a fait?
des organisations sous-régionales, CEAC, CIRGL, sont allés voir les gens de la CPC et les leaders des groupes armés ont trouvé un exil forcé au Tchad. D'accord ? Et la CPC a respecté les paroles, les injonctions, les propositions, les solutions diplomatiques pour donner une chance à la paix en République centrafricaine. Et donc, la CPC a baissé les armes et campe sur ses positions. Mais c'est le pouvoir qui ne respecte pas la feuille de route de Luanda, que ce soit le cantonnement, le désarmement, le dialogue. Il a été question d'un dialogue inclusif. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Il a fait un dialogue républicain, en lieu et place d'un dialogue politique. Donc, aujourd'hui même, nos leaders sont là. On a demandé même au président, l'ancien président Bozizé, qui était à N'Djamena, de non, il était une menace pour le pouvoir, il fallait encore le mettre plus haut, et on l'a envoyé en Guinée-Bissau. On a obtempéré, mais on va obtempérer jusqu'à quand ? Puisque le pouvoir ne veut pas du tout nous écouter. D'accord. Pour le pouvoir, c'est... Et la façon de pouvoir nous expulser, c'est de pouvoir dire, écoutez, on va les condamner à la prison à perpétuité, et comme ça, on s'en débarrasse. Mais vous n'allez pas vous débarrasser de la CPC comme ça. Je suis désolé pour vous, parce qu'à ce moment-là, on va reprendre de la force. Cette partie de notre émission, nous la consacrons à l'analyse, si on veut, ou à l'esquisse de pistes possibles de décrispation. Et Jean-François Akandi-Combé, dans le communiqué qui a sanctionné votre rencontre à Paris en septembre dernier, vous disiez ceci, entre autres, le communiqué, que vous êtes unanime pour considérer qu'il n'y a pas d'autre alternative compte tenu du verrouillage de toutes les institutions et de la mise en œuvre d'une politique de répression systématique et d'exclusion des forces politiques et sociales et des citoyens que de lutter résolument et de manière concertée pour le rétablissement d'une démocratie véritable en Centrafrique. Dans cette phrase, il y a deux choses. Vous dénoncez l'exclusion, la répression en Centrafrique, mais on voit l'esprit, la disponibilité à travailler de façon concertée pour une Centrafrique véritablement démocratique. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Mais d'abord, nous sommes réunis. Oui. Nous avons décidé de travailler ensemble. Et je voudrais signaler à M. Ndjalanti que voilà, ce que vous avez lu, ce n'est pas une parole éparpillée de l'opposition. C'est une parole commune et une parole, un engagement pour se concerter dans l'action entre les partis politiques, les membres du BRDC, les non-membres du BRDC, le Conseil de résistance et de transition, et même des personnalités indépendantes, parce que nous sommes ouverts à cette concertation, l'esprit étant qu'aujourd'hui, tout Centrafricain est résistant. Et tout Centrafricain qui le souhaite doit pouvoir nous rejoindre. Nous allons nous battre comment et pourquoi ? C'est indiqué également dans ce communiqué. Notre enjeu, c'est la population centrafricaine, et le président de Leguélé le rappelait à l'entame de cette émission, c'est la population centrafricaine. On nous matraque tous les jours avec les mots peuple souverain, qui sont la pire des manières d'insulter notre peuple. Parce que ce peuple-là est oublié. Les Centrafricains sont oubliés. Les Centrafricains sont maltraités tous les jours. Ils souffrent. Ils n'ont pas d'eau à boire. Ils sont dans la brousse. On ne se préoccupe pas d'eux. On les exclut des processus politiques. Et par conséquent, aujourd'hui, l'un des enjeux forts de notre réunion, c'est de travailler ensemble pour que précisément ce soit le peuple centrafricain qui décide demain. Et ce peuple a... Lorsqu'on dit faire échec au pouvoir illégitime de Touadéra, ce n'est ni tel ou tel leader qui va le faire, mais nous faisons le pari et nous allons agir en conséquence pour que ce soit les Centrafricains, le peuple centrafricain qui boute, et la terre de Centrafrique, qui boute le pouvoir de Touadéra hors de Centrafrique. Et ça, c'est un engagement que nous avons pris. Et nous avons pris en conscience et en responsabilité. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas là pour rigoler. Et vous savez, nos sorts personnels ne comptent pas, et le mien en particulier ne compte pas. J'ai la douleur qu'a toute personne à qui on a interdit la terre de ses ancêtres, et qui a des parents qui sont proches de la tombe, et qui a sa terre qu'il ne peut plus voir. J'ai cette douleur-là, mais nous sommes ici pour nous battre précisément pour
que chaque Centrafricain qui le souhaite revienne sur sa terre. Chez lui. Reviennent sur sa terre, et reviennent sur sa terre en étant maître de cette terre, parce que cette constitution, vous l'avez relevé tout à l'heure, il y a des enjeux de pouvoir, de captation de pouvoir par un tout petit nombre qui considèrent qu'ils sont plus centrafricains que tous les autres centrafricains, mais il y a aussi un autre enjeu, qui est l'enjeu du bradage du pays. Le pays aujourd'hui, il a été vendu. Il est vendu à des forces diverses et variées. Le Centrafricain qui est sur sa terre, il n'est même pas locataire de cette terre. Notre terre ne nous appartient plus. Il faut renverser la table là-dessus. Et donc, nous venons comme tout enfant de n'importe quelle terre africaine. Bien sûr, oui. En disant aujourd'hui, cette terre est nôtre. Nous sommes accueillants. Venez vers nous. Mais vous ne venez pas pour nous déposséder. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une terra incognita, c'est-à-dire une terre des étrangers, les Wagner, d'autres puissances. Oui. On fera une émission spéciale pour faire le bilan de la présence de Wagner dans votre pays. Juste pour conclure, sur les méthodes d'action, ne nous en veuillez pas de ne pas pouvoir vous le dire. Lorsqu'on est dans un pouvoir dictatorial et répressif comme celui-ci, annoncer ces méthodes d'action, c'est mettre en danger de mort des compatriotes. Et nous sommes des êtres responsables. Nous voulons réussir la résistance. Dans un cadre légal. Oui, bien sûr. Oui. Mais nous voulons réussir la résistance. Mais que tous les résistants se retrouvent après pour construire la République. Roger Andjalandi, dans ce qu'a dit le professeur, il y a un point très important que je relève. Et je vous pose la question en tant que Centrafricain. Que des compatriotes en soient à ne plus être autorisés à rentrer sur leur terre, dans leur propre pays, voir leurs parents, enterrer leurs parents. Vous comprenez que ça peut être dur à vivre, surtout quand on n'a rien fait, à pas avoir une opinion différente. Je comprends parfaitement cette charge émotionnelle. Hein. Je ne peux pas être insensible à ça. Je suis d'accord avec vous. Hein. Qu'un compatriote dit ça avec cette charge-là, je comprends parfaitement. Mais pourquoi la politique doit-elle diviser tant les enfants d'un même pays, d'une même terre ? Ça a toujours été comme ça globalement en Afrique. On ne peut pas refaire le monde ici. Hein, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais il faut changer. Il faut changer. Vous avez la possibilité. C'est même pas difficile de changer. On en a discuté. Lui, il ne peut plus rentrer. Il a pris travaux forcés à perpétuité. Il ne peut plus rentrer en Centrafrique, lui. Le professeur, pareil, le jouit même. Et puis à Bangui, d'abord, il jouit même plus de tous ses droits, puisqu'il a été déchu de ses droits civils et politiques. Condamné à 2 ans pour un simple communiqué, on a le droit de critiquer. Vous insistez, mais on est là aussi en partie pour... Oui, pour bien sûr, oui. Pour la raison, hein, oui, pour nos raisons. Moi, je vais dire, vous êtes porteur aussi de messages. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un rationnel dans tout ça, mais... Bien sûr. Là, vous chargez un peu le débat. Non, excusez-moi. Moi, ça me gêne un peu. Moi, ça me gêne un peu. Non. Mais ce que je voulais juste rajouter, c'est quoi ? C'est que en fait, c'est nous, depuis peut-être 1960 jusqu'à, sauf la parenthèse Bokassa, où il y a eu un empire, nous avons eu des constitutions. Et ces constitutions ont toujours privilégié le pouvoir présidentiel. Et le pouvoir présidentiel fait qu'un seul homme concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Et voilà pourquoi il y a tous ces débats. Il faut changer le régime en Non, il faut changer le régime. Il faut changer, il faut penser. Je pense qu'après plus de 60 ans d'exercice de pouvoir présidentiel, pourquoi ne pas essayer un autre ? La forme du pouvoir pose le régime du pouvoir pose la nature du régime, l'État même, hein, la structure de l'État pose aussi problème. La forme de l'État et le régime aussi pose problème. Je pense que dans les constitutions, il ne faut pas simplement mettre des verrous à gauche, à droite et voir ce qui convient. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous en soyons là ou qu'il y ait des rébellions ? Les rébellions sont venues, parce que telle région a dit que, non, nous sommes abandonnés. Nous n'avons pas de structure scolaire, il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement d'infrastructures, etc. Et donc, comme c'est comme ça, on va s'attaquer au pouvoir central.
Mais dans ce cas, pourquoi ne pas essayer une autre forme? Décentralisation ou même fédéralisme. Ou même voilà, le fédéralisme. Chacun comme ça. Et puis, comme encore l'être humain et surtout africain est avide de pouvoir, on fait un État fédéral, vous êtes chez vous, vous avez une assemblée, vous avez un gouvernement et vous êtes autonome financièrement et vous pouvez donc occuper les sièges. Il n'y a qu'un seul poste de président de la République. Mais il peut y avoir plusieurs postes de gouverneurs, il peut y avoir plusieurs postes de parlementaires. Et ensuite, développer vos régions. Au niveau fédéral, on régule un peu les choses. Notamment la question des je pense qu'il faut voir vraiment le problème, c'est-à-dire qu'il faut prendre du recul. C'est une réflexion, bien sûr. Il faut prendre du recul et proposer quelque chose de centrafricain. Deuxièmement, la jeunesse est abandonnée. La femme centrafricaine, c'est une femme. Pourquoi la parité n'est pas, par exemple, mise en avant? On oublie les femmes dans ce que nous faisons. On oublie la jeunesse dans ce que nous faisons. Ce n'est pas bien. Il faut que toute cette société centrafricaine soit là. Parce qu'il faut aussi un contre-pouvoir. Moi, je serais d'accord. Regardez aujourd'hui, la société centrafricaine, la société civile s'est réveillée. Et elle est de plusieurs ordres. Il y a les 12 apôtres, il y a même le CRT qui fait partie de la truc. Mais aujourd'hui, il faut qu'on institutionnalise la société civile. Il faut que, par exemple, elles soient inscrites dans la Constitution, en dur, et qu'elle a des droits pour compléter les articles 28 et 29 de l'ancienne Constitution de 2016. Notre société civile, aujourd'hui, c'est elle qui fait le boulot. C'est elle qui est aux avant-gardes. Bien sûr, les partis politiques sont là. Donc, je souhaiterais que la société civile continue ce combat, que la jeunesse lui porte un appui. Si le président nous suit... Oui, mais il n'a qu'à suivre. Non, mais même, de toute façon, je pense que lui, qu'il ne suive ou pas, de toutes les façons, nous allons tout faire pour le traduire en justice. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce sont des questions très importantes qui viennent d'être soulevées. Et je pense que ça montre d'ailleurs en creux que le travail qui aurait dû être fait, c'est-à-dire de réunir les Centrafricains, d'organiser un débat ouvert sur les questions fondamentales, ça montre en creux que cette question-là, ça n'a pas été fait. Mais ce n'est pas le lieu ici pour nous d'en débattre, mais c'est très intéressant que les idées soient sorties ici. Et pour nous, ce qui est important, c'est de créer les conditions pour que ce débat ait lieu et pour qu'on ressorte quelque chose qui soit, comme dans un jeu de miroir, le reflet des Centrafricains. Et c'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui. Pourquoi nous travaillons à nous unir et à réunir les énergies? C'est aussi pour être réunis, pour reconstruire, rebâtir au moment de la transition. La moitié du travail. Au moment de la transition, un des actes forts, en tout cas au CRT, c'est ce que nous pensons, un des actes forts qui devra être posé, c'est un vrai dialogue inclusif. C'est pas une question de dialogue, il faut écouter les Centrafricains, les écouter vraiment et les écouter avec l'intention. Mais pour ça aussi, il faut désarmer. Il faut aussi, de votre côté, vos oppositions, polir aussi un peu le langage, sans doute être aussi... Bon, parce que le dialogue suppose des concessions de part et d'autre aussi. J'aimerais, sur ce point-là, quand vous faites ce type d'observation, regardez-nous avec la distance dans le temps. Prenez par exemple les déclarations que nous avons faites depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, et qu'on nous a renvoyé dans la figure à chaque fois, y compris sur le dialogue que nous voulions inclusif et qu'on nous a construit comme un dialogue du quartier présidentiel. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas des radicaux. Et cette discussion-là, et moi j'en terminerai par là, correspond à un état d'esprit chez nous. Nous sommes tous centrafricains. Monsieur Andjalanti est un compatriote qui a vocation demain à venir bâtir la République centrafricaine avec nous, parce qu'il faut arrêter avec les exclusions. Évidemment, les questions qui touchent à la justice seront réglées, mais pas en considération de notre désir de vengeance, mais en considération du fait que nous avons des compatriotes depuis 20 ans, 30 ans, qui ont souffert dans leur chair, dans leur vie, qui ont perdu des êtres chers, mais à qui justice n'a jamais été rendue, et que nous avons une République avec des pilleurs de tous bords, qui ont pillé la République, qui en ont fait leur marchepied, et que il faut là aussi que justice passe, mais sans qu'il y ait une intention de vengeance aucune. Bien sûr. J'écrivais d'ailleurs dernièrement à propos du conseiller spécial avec qui j'avais discuté il y a 1 an à Bucarest, qui est un des êtres politiques les plus méprisables à mes yeux
mais qui reste un compatriote, Bien sûr. avec qui nous avons discuté. Et je lui disais, le jour où vous serez en prison, je vous amènerai des plats du pays. Nous allons continuer la discussion. C'est ça l'esprit. Merci. Professeur, très rapidement, je vous laisse le dernier mot. Est-ce qu'il est envisageable qu'un jour, ou dans les semaines, dans les mois qui viennent, le président décide d'amnistier tout le monde et demande aux Centrafricains de rentrer au pays? Asseyons-nous, parlons de comment construire la Centrafrique de demain. C'est possible. Je n'ai pas de conseil à donner au président sur cette question-là. Il fera ce qu'il juge utile pour la République. Oui. Maintenant, au-delà de la question que vous me posez, c'est vrai qu'il y a un débat qui a un peu circulé très rapidement. Ce débat qui devait être structurant, finalement, au niveau des institutions, ces débats-là. Moi, je suis d'accord. Et que nous sommes tous d'accord que, mais de manière générale en Afrique, la plupart des institutions sont violentes. Bon, il y a une question de violence dans les institutions. On ne peut pas nier ces trucs-là. Comment des intellectuels peuvent se mettre ensemble pour purger cette violence-là en faisant des propositions. Je pense que c'est un peu ça. Mais il faut créer le cadre, le contexte. Oui, c'est ça. Dans nos États africains, de manière générale, de la colonisation, ce sont des États unitaires. Donc, par conséquent, il y a une violence dans les États unitaires. C'est la critique que vous formulez, là, c'est une critique des États unitaires. Moi, je suis entièrement d'accord là-dessus, mais on peut en discuter, mais ça, en tant que citoyen. Bien sûr. Je ne suis pas là en tant que représentant de... Merci. Merci, Roger Andjadandji. Intellectuels, politiques, etc., mais ayons en ligne de mire le peuple centrafricain. Le peuple centrafricain est fatigué. Le peuple centrafricain en a marre. Il faut que ce soit les politiques, les militaires, qu'on arrête tout ça. Effectivement, ces mesures d'apaisement que vous proposez sont les bienvenues pour que le peuple respire. Aujourd'hui, à la vue d'un seul homme, habillé en boubou, avec une kala, c'est la débandade dans la République centrafricaine. Un coup de feu, c'est la débandade. Mais les gens ont peur, c'est une psychose générale. Le régime actuel est un régime d'un terrorisme d'État sans pareil en République centrafricaine. Il faut que cela cesse d'une manière ou d'une autre. Si je peux juste un mot terminé, puisque vous m'aviez dit tout à l'heure que l'opposition devait être ouverte aussi à la discussion. Nous ne sommes pas des radicaux, nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes. Nous sommes attachés à revenir à une situation apaisée dans notre pays. Il y a une condition essentielle qui se trouve entre les mains de M. Touadéra, qu'il arrête le processus, qu'il fasse machine arrière. Nous reprenons notre constitution de 2016 et nous avançons. Merci. Merci. Merci, professeur. Merci, c'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à la Centrafrique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous pourrez suivre l'intégralité de ce débat sur www.nca-tv.com. Je répète, www.nca-tv.com. Merci à vous. Merci, Richard. C'est nous qui vous remercions.